et bienvenue dans cette Qu'est-ce qui se passe avec mes bras, dans cette troisième partie du coin lecture de juin, dans lequel nous allons partir oh merde, dans lequel nous allons parler, c'est parti, de Mad Adam de Margaret Atwood, le troisième tome de la trilogie Mad Adam, la trilogie éponyme, qui a commencé avec Le Dernier Homme, qui a continué avec Le Temps du Déluge. Une peste créée par l'homme a ravagé la Terre. Les rares survivants forment une communauté avec une espèce inoffensive fabriquée pour remplacer les humains, les Crackers. Non, pas les Crackers, les Crackers. À sa tête, un couple au passé tumultueux. Toby, experte en champignons et abeilles, et Zeb, mangeur d'ours et fils d'un prêcheur maléfique. Dépositaire et garante de la mémoire, Toby transmet aux Crackers, curieux comme des enfants et avides de légendes, l'histoire des hommes. Au contact les uns des autres, humains et Crackers posent les fondements d'un nouveau monde. Avec une imagination sans limite et un humour décapant, Margaret Atwood bâtit un conte d'un genre unique et conclut magnifiquement le cycle commencé avec Le Dernier Homme et Le Temps du Déluge, traduit par Patrick Dussoulier. J'ai oublié de donner les traducteurs depuis le début. Il y en a pas eu. Tout va bien, je les ai oubliés, mais ils n'existent pas. Ok, très bien. Carte routière, carte routière, non, carte sur main. Je vais pas dire que c'est une déception, parce que ce serait pas juste. Mais globalement, l'essentiel du fun et de la, vous voyez, du facteur... Le Dernier Homme est le meilleur livre que j'ai lu depuis le début du coin lecture. C'est le livre qui m'a fait le plus impression depuis le début du coin lecture. La suite était bien, mais je me disais, c'est pas le premier, quoi. On est sur le développement de ce qui se passe ailleurs pendant le premier, alors que dans le premier, on a vraiment... c'est là que se joue tout ce qui est intéressant. Dans ce troisième tome, on est encore un peu dans ce mode-là, c'est-à-dire que ça se passe en partie après la fin du tome 2. Globalement, le tome 2 se passe en même temps que le tome 1 et donc se termine juste après la fin du tome 1. L'histoire du tome 1 et l'histoire du tome 2 finissent par se recouper à la fin du tome 2 et à se poursuivre un peu. Et là, on est en partie pendant le tome 1 et le tome 2, donc pendant ce qui se passe avant la fin du monde, et en même temps, on est après le tome 2. Je pense que je suis relativement clair. Et malheureusement, Toby et Zeb sont pas très intéressants comme personnages, je trouve. Toby, elle était intéressante dans Le Temps du Déluge. Je saurais pas dire qu'est-ce qui s'est passé, mais pour moi, Toby, dans celui-là, est vraiment... elle est amoureuse de Zeb, et puis c'est plus ou moins l'étendue de son personnage. Moi, mon personnage préféré, c'est Jimmy Snowman, et on n'entend pratiquement pas parler de lui. Les seuls moments vraiment très cool de ce tome-là, qui reste très bon, hein, c'est du Margaret Atwood, bien sûr que ça va être très bon, mais les moments vraiment touchants, vraiment très prenants émotionnellement, ça va être les moments où Toby essaye de raconter la vie aux Crackers, parce que elle doit vraiment s'adapter à leur façon de penser, et comme ils sont extrêmement naïfs, ils ont été vraiment construits avec une conscience... neutre, quoi, avec une conscience naïve, quoi, du monde, parce que c'est censé être nos descendants, et bref, je vais pas développer outre mesure, parce que j'ai pas envie de spoiler le premier, mais voilà, c'est censé être nos descendants, donc ils sont plus purs que nous, et elle essaye de leur faire parvenir des idées, elle leur explique pourquoi nous on a besoin de manger du poisson alors que eux non, pourquoi, enfin voilà, elle essaie de leur expliquer des trucs, et le fait qu'elles se mettent à leur niveau, c'est très touchant, et c'est vraiment le gros point fort de ce tome-là. Parce que sans ça, c'est le passé de Zeb beaucoup, le passé de Toby un peu, je crois me rappeler, parce que je l'ai lu il y a un petit moment maintenant du coup. Mais on est sur... la métaphore qui me viendrait le plus facilement, c'est les ronds dans l'eau, quoi. C'est-à-dire, Le Dernier Homme, c'est vraiment une pierre lancée dans un lac, et Le Temps du Déluge et Mad Adam, c'est vraiment les ronds formés par cette pierre qui se dissolvent de plus en plus. Et c'est pour ça que j'ai mis une carte sur 20, c'est parce que pour moi, on est sur une vision un peu éloignée d'un monde qu'on a déjà visité, quoi. Comme si moi je regardais une carte de Bretagne, c'est-à-dire effectivement, je vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est intéressant, mais le premier, je l'ai vécu, et je l'ai vécu dans mes tripes, quoi. Du coup, là, c'est un peu... C'est pas que ça m'a un peu laissé sur ma faim, c'est que je me dis, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire un troisième tome? Et franchement, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire un deuxième? Le deuxième était bien parce que ça nous montrait un peu... une autre facette de l'univers décrit dans le premier. C'est-à-dire que dans le premier, on est dans certaines zones de cette dystopie, alors que dans le 2, voilà, on explore d'autres zones. On est passé des zones relativement aisées à riches. Dans le deuxième, c'est les plebs zones, la misère, les zones qui craignent vraiment. Et du coup, ça, c'était intéressant. Ici, on est plus ou moins de retour dans les plebs zones, on est...
Mais vraiment, c'est vraiment l'avis de Zeb, quoi. Alors si Zeb c'était votre personnage préféré dans le 2, ben bonne nouvelle, on apprend beaucoup de choses sur lui là. Mais moi, mon personnage préféré c'était Jimmy Snowman, et Jimmy il est dans le coma pendant l'essentiel du bouquin. Donc voilà. Et ouais, ça me refait quelque chose quand je réentends parler de Craig et de Jimmy, mais parce que c'est les échos, quoi, c'est les échos du premier. Si vous êtes, voilà, si vous adorez le style de Margaret Atwood, foncez, mais si je peux me permettre de donner mon expérience comme modèle, vous attendez pas à revivre ce que vous avez peut-être vécu avec le dernier homme. Parce qu'on en est assez loin quand même. Il est bien, et bien après le dernier homme, c'est un peu décevant, mais décevant est un mot un peu fort, c'est un peu fade. Ensuite, le moment délicat, le moment que je déteste tous les mois, mais enfin que je déteste tous les mois, non, parce qu'il y a des mois où je dis du bien de vos romans, mais c'est l'exception plus que la règle. Louros, dernières escales, Dornelia, Salvador, je lui ai mis un caillou sur 20 et c'est parti. Personne ne sait pourquoi le Mélenian vogue seul le long des côtes d'Assir et Hervas. Massacre ou sauvetage, une mission royale ne se dévoile pas même au sein de l'équipage. Jeka, recueillie et élevée à bord et plongée comme tous dans l'ignorance, elle sent pourtant que son destin est étroitement lié au mystère du navire, et à sa soif de liberté s'ajoute le besoin de connaître la vérité, une vérité qui les mènera, elle et ceux qui suivent ses traces, au cœur de la guerre, et peut-être un jour là où l'inexplicable existe, au-delà même des frontières du monde. Je vais commencer par dire que je ne l'ai pas fini, et franchement, je suis pas allé très loin. J'ai survolé la plupart du livre, et j'ai eu énormément de mal à trouver quel était le problème. Parce que je me disais, les personnages sont caractérisés, je vois qui est qui, il ne se passe pas rien, c'est pas mal écrit du tout, et je me disais, mais comment ça se fait que je ne rentre pas dedans, mais pas du tout, quoi. Émotionnellement, il se passe rien, voilà, et je ne comprenais pas. Et j'ai fini par comprendre. Pourquoi je m'ennuyais, mais vraiment, vraiment un ennui très profond, quoi, en lisant ce livre. Ça tient à 3 choses que j'ai résumées dans la conclusion, qui se trouvent dans mes notes de lecture. Je vous rappelle que si vous voulez voir mes notes de lecture, elles sont disponibles dans la description de cette vidéo. Donc ouais, ça tient à 3 choses. Et en plus de ces 3 choses, il y a toujours l'ombre du mois spécial vos romans, qui fait que ma patience concernant vos romans a été très, très entamée. J'ai lu 13, 14, 15, je sais plus, romans écrits par vos soins. J'ai pas accroché à beaucoup d'entre eux. J'avais vraiment envie de retrouver des bouquins que j'avais envie de lire, quoi, si vous voulez. Et du coup, voilà, ma patience était entamée. Mais au-delà de ça, il y a trois défauts principaux que je vais donner dans l'ordre croissant d'importance. D'abord, les personnages sont assez peu caractérisés. C'est-à-dire qu'ils sont caractérisés, on sait qui est qui, ça y a pas de problème. Mais on n'est pas avec eux, quoi. On n'est pas, comment dirais-je, on peut parler de leur personnalité, un peu, mais on peut pas parler de leurs rêves, leurs aspirations. C'est pas des caricatures, mais ils sont très creux, quoi, comme personnages. C'est triste, hein, mais c'est assez triste. Ils sont qu'une personnalité. Et tu vas me dire, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. C'est vrai qu'il y a des personnages, ils sont encore moins que ça. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment... ils sont pas assez intéressants pour qu'on soit investi dans ce qui leur arrive. Ensuite, deuxième problème qui est beaucoup plus important, l'histoire, la narration abonde de détails. Et c'est pas des détails caractérisants, c'est pas des détails qui apportent, vous voyez, une ambiance ou de la construction, que ce soit de personnages ou d'univers, c'est juste des détails. Et c'est des détails qu'on pourrait enlever et au moins l'histoire serait un peu plus fluide. Que je veux dire, j'ai vraiment survolé ma deuxième heure de lecture, et en survolant, c'est-à-dire vraiment, quand je dis survoler, ce que je finis par faire, c'est lire la première phase des gros paragraphes et les dialogues. Mais vraiment comme ça. Et en faisant ça, j'arrivais à suivre l'histoire sans aucun problème. Enfin voilà, vraiment le reste, je vais pas dire ne sert à rien, mais importe peu, quoi. Si j'arrive à suivre en survolant comme ça, c'est que ça se passe lentement, quoi. C'est que tout se passe lentement. Et on est toujours sur cette espèce de rythme très 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 lent. Il se passe des trucs. Mais quand il se passe des trucs, c'est pareil, c'est dans un, je crois que c'est marasme le mot que je cherche, qui est assommant, quoi, qui est difficile à suivre, enfin qui est difficile, non, du coup qui est très facile à suivre, mais qui est difficile à suivre sur la durée, quoi. Mais le dernier problème, et ça j'ai mis longtemps avant de m'en rendre compte, mais quand je m'en suis rendu compte, c'était limpide, le style de l'autrice n'a pas de personnalité, et c'est terrible, parce que sa dédicace qu'elle m'a faite au début du livre est très mignonne. Et je me dis, c'est peut-être de la pudeur, j'en sais rien, mais le style de l'autrice décrit vraiment des faits de façon très, très froide. Alors, là, en l'occurrence, dans cette émission, vous la voyez passer entre Margaret Atwood et Agatha Christie. Donc, entre deux autrices qui ont une personnalité énorme dans leur écriture. C'est-à-dire que Margaret Atwood,
il y a cette espèce de cynisme un peu humoristique, mais mais très glaçant, quoi, très froid. Et là, je parle pas d'histoire, je parle uniquement du style de Margaret Atwood. Et Agatha Christie, elle est à fond dans le jeu, Agatha Christie. C'est un jeu de pistes. Ça parle toujours de meurtre, ça parle toujours de trucs horribles, mais on est toujours dans l'humour, dans la description légère. Elle veut amuser son lecteur, Agatha Christie. Que là, Ornelia Salvador, je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle veut pas nous faire rêver, pas spécialement. Elle veut pas... Enfin, je dis, elle veut pas. Je sais pas ce que tu veux. Donc, je constate que l'écriture n'est pas faite pour nous faire rêver. L'écriture n'est pas faite pour nous amuser. L'écriture n'est pas faite pour nous angoisser. L'écriture n'est pas faite pour nous faire réfléchir. Et je me retrouve à lire l'histoire factuelle de personnages, et je sais pas ce que t'attends de moi, je sais pas comment je suis censé me situer par rapport à eux. C'est frustrant et c'est terrible. C'est pour ça que j'ai mis un rock sur 20, c'est le style ne vit pas. Et étant donné que le style ne vit pas, c'est la grosse différence avec les enfants d'Aliel, si tu veux. Les enfants d'Aliel, par exemple, c'est très lent aussi, mais il y a une vraie... Le mot qui me vient toujours, c'est tendresse. Il y a une vraie tendresse de Sarah pour ses personnages. Ils sont toujours traités avec beaucoup de délicatesse, il y a de l'humour, on s'en fait pour eux, parce que la narration s'en fait pour eux. C'est important que le narrateur ait une personnalité, même un narrateur omniscient, c'est important qu'il ait une place. Je dis une place, mais je suis pas sûr que ce soit le bon mot, c'est-à-dire que c'est important qu'il donne une couleur, et pour moi c'est ce qui manque dans ce roman-là, et c'est bien que je l'ai lu, parce que c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience de l'importance. Et en lisant ça, et en me demandant, mais qu'est-ce qui manque, et une fois que je me suis rendu compte que ça manquait, j'ai dit, putain, mais oui, bien sûr, c'est presque évident. Une fois que tu l'as identifié, c'est presque évident. Voilà. Donc désolé, j'aime pas dire du mal de vos romans. Et comme toujours, je ne l'ai pas fini, donc vous pouvez considérer que mon avis ne vaut rien. Je peux l'entendre sans aucun problème. Je te souhaite quand même une bonne continuation, parce que mine de rien, t'as quand même écrit un sacré pavé. Juste, c'est pas pour moi. Maintenant, est-ce que c'est pour d'autres personnes? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire, parce que j'y ai pas trouvé... Enfin, moi, j'y ai pas trouvé grand-chose. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien, je ne me permettrai pas. Mais voilà, moi, j'y ai pas trouvé grand-chose. Désolé. Et enfin, le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie, auquel j'ai mis des masques sur 20, mais la seule raison pour laquelle j'ai mis des masques sur 20, c'est parce qu'il n'y avait pas d'emoji rideau de théâtre ou d'emoji scène de théâtre que j'aurais préféré, et je voulais la 4e de couverture. Un soir, dans sa propriété de Fernley Park, l'industriel Roger Ackroyd se confie à son ami le docteur Shepard. La veuve qu'il envisageait d'épouser s'est suicidée pour échapper à un chantage. Dans une ultime lettre, elle lui révèle le nom de celui qui détient un terrible secret. Un an plus tôt, elle a assassiné son mari. Et il n'y a pas d'autres informations. Bon, bah, ma foi, ça arrive. Chaudement recommandé par beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que c'était le meilleur Agatha Christie. Et honnêtement, pendant l'essentiel du bouquin, je me suis dit... Alors, c'est un bon Agatha Christie, je suis dedans. Il a le défaut qu'ont la plupart des romans d'Agatha Christie, c'est-à-dire beaucoup de personnages sont introduits au début, sont présentés au début, et t'as un peu de mal à tous les suivre. Un défaut que n'a pas Ils étaient 10 parce que, bah, ils sont 10. C'est exactement comme les rois mages ou comme les nains dans Blanche-Neige, où voilà, quand il y a un nombre défini, c'est beaucoup plus simple de se rappeler tout le monde. Que là, bon bah voilà, il n'y a pas de nombre défini, donc du coup, c'est plus... En fait, quand je lis un bouquin d'Agatha Christie, il faudrait que je prenne des notes à côté pour me rappeler des personnages et me rappeler des traits caractéristiques. Si vous suivez mes notes de lecture, vous voyez que pendant tout le... J'ai laissé mes théories, parce que je pense que ça spoile rien d'avoir juste les théories. Évidemment, j'ai dissimulé l'identité du tueur, j'ai dissimulé les vrais spoilers. Donc voilà, l'essentiel du livre, je me dis, c'est un Agatha Christie, et j'ai même l'impression qu'il a certains défauts que je trouvais pas dans d'autres bouquins d'Agatha Christie. Ça va être très délicat, je vais pas vous parler des défauts que j'ai trouvés, si ça vous intéresse, je vous invite à lire mes notes de lecture, parce que c'est des défauts qui sont légitimés par la résolution de l'enquête. Et je ne peux absolument pas vous parler de la résolution de l'enquête pour des raisons évidentes, mais disons que quand tu arrives à la fin, tu comprends mieux. Quand tu arrives à la fin, tu te dis, je vois très bien pourquoi certaines personnes considèrent que c'est l'un des meilleurs romans d'Agatha Christie. Je pense aussi que c'est l'un des meilleurs. Pour moi, il est un peu en dessous de Ils étaient 10, mais infiniment au-dessus de Mort sur le Nil, qui sont les 3 seuls Agatha Christie que j'ai lus pour le moment, mais j'en ai 7 qui m'attendent dans ma pile à lire, donc je vais étoffer ma culture Agatha Christie. La fin justifie totalement, et votre opinion, ce statut. Alors je sais plus, mais il me semble que c'est le seul livre d'Agatha Christie qui a été récompensé de quelque chose de d'une récompense assez noble. La raison pour laquelle j'ai mis des masques de théâtre sur 20, je ne peux pas vous en parler. Ce qui est très frustrant finalement, j'hésite à faire une partie avec spoiler et une partie sans spoiler. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce podcast, qui regardent cette vidéo
en faisant autre chose et qui ont les mains prises et qui ne peuvent pas sauter la partie avec spoiler. Et c'est vraiment pas un livre qu'il faut se faire spoiler. Il y a peu d'œuvres comme ça où si tu te la fais spoiler, c'est chiant mais c'est pas grave. Que celle-là, si tu te la fais spoiler, ça te gâche la première lecture. Vraiment. Ah oui, et puis Camille me fait remarquer, il y en a qui vont le monter et peut-être ils ont envie de le lire aussi. Donc pas de spoiler, zéro spoiler. Si vous voulez la version avec spoiler, je vous invite à lire mes notes de lecture. Je ne spoilerai rien du tout dans la vidéo. Donc je peux pas vous dire avec précision pourquoi je mets une scène de théâtre sur 20. Il y a un côté quand même très théâtral, dans ce livre avec les entrées et les sorties de scène. Enfin voilà, les personnages arrivent, sortent, vous voyez l'idée. Les livres d'Agatha Christie sont souvent très théâtraux comme ça, c'est-à-dire un personnage arrive, attire beaucoup l'attention sur lui, repart, laisse un indice derrière lui, mais finalement l'indice c'est quelqu'un d'autre qui l'a laissé, enfin voilà, vous voyez, des jeux de scène, des accessoires, des trucs comme ça, c'est très théâtral le style d'Agatha Christie, mais il y a un autre argument nettement plus important que je ne peux pas développer dans cette vidéo, qui fait que, ouais, vraiment qui élève le meurtre de Roger Ackroyd de bons livres d'enquête, livres d'Agatha Christie corrects, à, ouais, je vais pas dire chef-d'œuvre de la littérature parce que je me permettrai pas. Et puis, comme toujours chez Agatha Christie, elle triche pas. Je dis pas que tu peux voir la fin venir parce que c'est pas vrai, parce que elle sème des indices, voilà, elle sème les indices, mais elle sème les indices dans un champ de coton finalement. C'était une très vieille référence à Aventure et rien d'autre. Bref, elle sème les indices dans un livre qui est quand même assez relativement épais, on va dire ça comme ça. Donc non, enfin voilà, tu peux pas être attentif à tous les mots, c'est pas possible. Mais elle joue le jeu. À aucun moment, elle ne triche. Exactement comme dans Ils étaient 10, exactement comme dans Mort sur le Nil. À la fin, elle revient sur une formulation, sur un petit détail, un truc qui t'a échappé parce qu'il t'a forcément échappé, et elle te dit, là il y avait quelque chose que tu aurais pu voir, là il y avait quelque chose que tu aurais pu voir, et tu te dis, ouais, je pouvais pas, je sais que je pouvais pas, mais c'était là, quoi. Elle a joué le jeu. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres, mais c'est quelque chose que je préfère encore dans les films, parce que dans les films, tu regardes vraiment, et quand il y a des éléments qui étaient cachés dans des scènes dans les films, là pour moi c'est vraiment brillant, quoi. La vidéo du Nostalgia Critique sur... Je crois que c'est Scooby-Doo 2, je dis peut-être une connerie. Il y a plein de petites scénettes et à chaque fois ils essayent de trouver qui a fait, voilà, qui a tué quelqu'un, je sais, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. À la fin, ils montrent que dans toute la vidéo, il a caché des indices et ils sont effectivement dans la vidéo. Le genre de truc, tu ne vois que ça quand tu la revois et tu te demandes comment t'as fait pour passer à côté. Genre... un personnage, tu sais, un personnage qui va prendre une feuille de papier et la mettre dans sa poche, et juste après, quoi, genre vraiment 4-5 plans après, les personnages veulent trouver la feuille de papier, elle a disparu. Et la personne qui l'a prise était dans le truc, et elle a été filmée, et t'aurais pu le voir, mais juste, ton attention était focalisée ailleurs, et du coup, bref, voilà, j'adore ça. Et il y a énormément ça dans Agatha Christie, et notamment dans celui-là. Très chaud de recommandations, mais je vous le rappelle, je vous donnerai mes livres dans l'ordre de recommandation, les livres que j'ai lus ce mois-ci dans l'ordre de recommandation, dans la prochaine vidéo. La semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous allons parler de un ou une secte, un secte, une secte de Maxime Chatham, et de... Révolution dans le monde hurlant de Julien Hurt. Et ça sera un très très gros morceau dont j'ai très hâte de vous parler. Donc à la semaine prochaine pour le monde. Bisous.